vu par Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, nous sommes donc le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Quel œil portez-vous sur cette journée ? Eh bien, la journée des droits des femmes devrait être un moment de célébration des avancées, des réflexions sur les luttes restantes. Cependant, elle souligne aussi des contradictions profondes au sein même des mouvements féministes et de libération plus largement. Quand on voit par exemple le silence, et vous en avez parlé là, de certaines organisations féministes, y compris UN Women bien sûr, qui ont attendu 50 jours après le 7 octobre pour dénoncer les atrocités du Hamas envers les femmes, quand on voit les propos récents encore de Judith Butler, cette soi-disant icône américaine du féminisme et de l'humanisme qui a qualifié les horreurs du Hamas, et je cite, d'actes de résistance, encore la semaine dernière, et qui n'a pas hésité à demander des preuves supplémentaires sur les viols commis par des organisations terroristes, là où des féministes nous rappellent en temps normal, à juste titre, qu'il faut croire les femmes. On se dit qu'on se retrouve vraiment face à un étrange dévoiement des droits des femmes, comme si les femmes juives et israéliennes ne sont pas considérées dignes de la même empathie et de la même considération que les autres. Vous nous dites en quelque sorte que les luttes de ces féministes se heurtent aux valeurs de ceux qu'elles prétendent combattre. Effectivement, on peut dire ça, Steve. C'est le grand dilemme finalement du féminisme intersectionnel qui prétend vouloir lier différentes luttes, antiracisme, antisexisme, lutte contre la transphobie, etc., mais qui en réalité n'est autre chose qu'un dévoiement de la cause du féminisme. C'est une sorte de féminisme sélectif. Et cela ne date pas d'hier. Un exemple éloquent est bien sûr le Women's March aux États-Unis en 2016, où des tensions avaient déjà éclaté. La démarche d'exclusion adoptée par certains leaders, notamment Linda Sarsour, une américano-palestinienne qui avait clamé qu'on ne pouvait pas être féministe et sioniste. Rien que ça. Exactement. Et donc, il fallait exclure les sionistes. En France, on voit que la même mécanique est en œuvre avec l'extrême gauche qui se veut féministe jusqu'à endosser la figure de Simone Veil au moment débat sur la constitutionnalisation de l'avortement, mais qui est incapable de condamner clairement les massacres du Hamas. C'est donc de facto une exclusion des femmes juives et des combats féministes. Constat assez sombre, Simone, mais diriez-vous que le féminisme n'est pas le seul mouvement à subir ce genre de détournement ? Oui, effectivement, ce phénomène s'étend bien au-delà du féminisme. Il touche toutes les causes de libération contemporaine qui semblent perdre de leur vue l'universel au profit d'agendas politiques. Regardez ce qui se passe avec le traitement d'Israël dans les institutions internationales gouvernementales et non gouvernementales, dans les soi-disant organisations des droits de l'homme ou même l'ignorance systémique de l'antisémitisme par de nombreuses organisations pourtant respectées. Comment ça se manifeste ? Alors, le traitement d'Israël et le sujet de l'antisémitisme dans les instances internationales, notamment à l'ONU, sont révélateurs de ces contradictions et des détournements que nous évoquions. Depuis plusieurs années, on observe une focalisation disproportionnée sur Israël avec un nombre élevé des condamnations par rapport à d'autres pays. Depuis 2006, plus de la moitié des résolutions condamnatoires du Conseil des droits de l'homme, par exemple, de l'ONU, ont ciblé Israël, tandis que des régimes comme la Chine, Cuba, le Pakistan... De grandes démocraties, en effet. Très grandes démocraties, en effet, ont été élus à son plus haut organe des droits humains. Le Conseil a même un point à son agenda, le 7e, qui porte exclusivement sur la situation dans les territoires occupés, encore une spécificité propre. Enfin, depuis 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné Israël 140 fois contre seulement 65 condamnations pour tous les autres pays combinés. Cela comporte l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, de nouveau des grandes démocraties, qui subissent des exécutions arbitraires, de la torture, de l'emprisonnement et du viol. Tout ceci envoie le message que certains conflits et certaines victimes sont plus importants que d'autres, minant ainsi l'universalité, je vais y arriver, des droits de l'homme. De plus, cela encourage une forme bien évidemment d'antisémitisme. Comment ? Alors, l'antisémitisme illustre parfaitement le détournement des causes universelles dont nous parlions. Et je dirais
que nous sommes même en train de vivre depuis une vingtaine d'années d'une nouvelle forme d'antisémitisme, même si on peut vraiment plus l'appeler ainsi, que notamment Pierre-André Taguieff a si bien décrit dans le cas de la nouvelle judéophobie. Et je le cite, c'est au contraire au nom de l'antiracisme que les Juifs sont stigmatisés et diabolisés en tant que racistes. C'est la grande inversion victimaire permettant de présenter les Palestiniens comme les nouveaux Juifs et les Israéliens comme les nouveaux nazis. Historiquement, l'antisémitisme s'adapte au discours dominant de l'époque pour se propager. Aujourd'hui, il se camoufle sous le masque de l'antiracisme, de l'anticolonialisme et même donc du féminisme. Prenez la conférence de Durban, on en a parlé ici ensemble en 2001, conçue comme un sommet contre le racisme, elle a basculé dans l'antisémitisme avec une diabolisation d'Israël et du sionisme sous couvert de lutte pour les droits de l'homme. Ce phénomène n'est pas isolé, il se reproduit dans divers mouvements et espaces où l'engagement pour certaines causes aboutit paradoxalement à la marginalisation ou à l'attaque contre les Juifs. Simone Rodan-Benzaken de l'American Jewish Committee. Merci à vous, Simone. Shabbat Merci Shalom. à vous.